Bonjour à tous. Bienvenue à ce énième numéro de lundi parlant radiologie. Nous allons entamer la troisième partie des tumeurs du cerveau, dont le sujet sera les tumeurs supratentorielles de l'enfant, qui sera présenté par le professeur Dadi Mata, que vous connaissez tous, mais que je vais quand même présenter pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois. Professeur Dadi Mata est neuroradiologue, radiopédiatre, radiologue cardiaque pédiatrique à l'IWK Health Center au Canada. Il est professeur à l'Université de Dalhousie, à l'Université de Canada. Il est aussi professeur à l'Université de Kinshasa en République démocratique du Congo. Donc, ce panel sera animé aussi par deux spécialistes. Premièrement, le professeur Bienvenu Lesboisé, que l'on connaît. Il est spécialiste en anatomopathologie au département de l'anatomopathologie à l'Université de Kinshasa. Il est professeur agrégé en médecine à l'Université de Kinshasa. Il s'en suivra alors l'intervention du docteur Katumba, qui est neurochirurgien et chercheur à l'université en Afrique du Sud. Et comme dans la modération, c'est moi, docteur Zoker Etina, je suis spécialiste en imagerie médicale et radiologie à l'université de Kinshasa. Sans plus tarder, nous allons laisser la parole au professeur Dadi Mata, qui va commencer sa présentation. Professeur, vous avez la parole. Merci beaucoup, docteur Zokere. Merci aux deux panélistes qui nous ont accordé un peu de leur temps très précieux. Ce lundi, nous continuons avec les tumeurs du cerveau. Comme je l'avais annoncé lors de la toute première séance, ça c'est une forêt vraiment vierge, les tumeurs du cerveau. On doit aller, je ne sais pas, 10, 15 séances pour pouvoir vraiment les assimiler. Par exemple, la présentation d'aujourd'hui, j'ai donné la forme minimale parce que la forme est là. Je sais que j'ai la présentation que j'ai faite au Japon, ça a beaucoup de détails, beaucoup de mutations. Je ne voulais pas qu'on aille là-bas. Et pour aujourd'hui, pour permettre à nos panélistes de parler, je vais être vraiment court. Je vais parler pendant 30 à 45 minutes pour parler des tumeurs supratentorielles de l'enfant. Et je profite 2 ou 3 cas cliniques à la fin, juste pour illustrer ce que je vais dire. Il y aura beaucoup de théories, mais après avoir beaucoup parlé, il faut qu'on revienne, qu'on redescende sous terre et voir les choses, comment ça se passe au quotidien. Comme on le dit souvent, la neuroradiologie pédiatrie est une hyper spécialisation de la neuroradiologie ensemble. Et si Satan se cache dans le détail, la neuroradiologie pédiatrie se cache dans la fosse postérieure. Pourquoi je le dis? Parce que pour la plupart des tumeurs supratentorielles, on a presque le même tumeur. Quand je prends la classification ancienne, jusqu'en 2016-2017 des OMS, vous avez presque les mêmes entités, DINET, le PXC, je vais parler de toutes ces histoires-là. Voilà pourquoi je ne veux pas trop de Reddit sur ce que notre aîné, le docteur Kambango, avait déjà dit la fois passée. Je vais ajouter quelques particularités de l'enfant et je montrerai les cas cliniques. Et dans 2 semaines, je vais revenir avec les tumeurs de la fosse postérieure de l'enfant qui seront tout autres comparées aux tumeurs de l'adulte, du moins sur le plan radiologique. Maintenant, quel est l'objectif de cette présentation? D'abord, je voulais rafraîchir nos connaissances sur le rôle de l'imagerie. Et ici, je dois vous rappeler que je fais une traduction sur Google, donc certaines phrases ne seront pas vraiment du bon français. Je n'ai pas voulu montrer mes slides en anglais. Je voulais quand même prendre du temps pour les traduire en français. Donc, il y aura quelques erreurs de français parce que c'est une traduction directe. Et on va discuter, quand c'est possible, de la classification OMS 2021. Et je vais renforcer encore le clou sur ce qu'a dit le docteur Kambango sur le rôle des profilages moléculaires génétiques des tumeurs. À ce jour ici, comme pour cette présentation, j'ai tout fait comme effort pour enlever tout ce qui est de la génétique, mais c'est impossible. Parce que la génétique dans les tumeurs, de manière générale, les tumeurs du cerveau actuellement, ça entre dans plus de 40%. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs traitements qui vont tacler certaines mutations particulières, comme on va le montrer ici. Donc, ça va de soi que comme radiologue, que nous puissions comprendre ces choses. Et pour atteindre ces objectifs-là, regardez comment j'ai divisé ma présentation. Il y aura une brève introduction qui sera en fait une redite de ce que j'ai déjà fait la fois passée.
on va passer en revue quelques tumeurs. Et les tumeurs qu'on va revoir ici sont les tumeurs intra-axiales supratentorielles. J'ai enlevé tout ce qui est en dehors du parenchyme. Par exemple, des craniopharyngiomes, tout ça, j'ai enlevé pour diminuer tant soit peu le nombre de tumeurs à revoir. Et puis, il y aura une sorte, le résumé, ça sera sous forme de cas cliniques. Comme vous savez, ou comme vous pouvez le savoir, les tumeurs cérébrales pédiatriques constituent la deuxième tumeur maligne présente chez l'enfant, après les leucémies et les lymphomes. Et c'est la deuxième cause de décès chez l'enfant. Et en termes de prévalence, c'est ici que vous devez vous référer en termes de diagnostic différentiel. Avant 3 ans, ça sera généralement dans la fosse postérieure. Et c'est à ce niveau-là qu'on aura beaucoup plus de tumeurs embryonnaires, provenant des tissus embryonnaires. Après entre 4 et 10 ans, vous avez les tumeurs supratentorielles. Et là, il y a d'autres tumeurs d'origine gliale ou neurogliale. Il y a quand même des tumeurs embryonnaires, mais quand je vais présenter ça, vous verrez que non, un bon nombre reste dans la fosse postérieure. Et après 10 ans, on en a presque autant au niveau de la fosse postérieure ou bien la partie supratentorielle. Maintenant, comme je l'ai dit, ce sont les avancées de génétique qui nous ont permis de bien comprendre la tumorigénèse du système nerveux central. Et ainsi, même pour les pathologistes ou les spécialistes en anatomopathologie, le diagnostic d'une tumeur ne réside plus seulement à l'histopathologie. Et d'ailleurs, quand vous regardez la classification de l'OMS 2021, il y a beaucoup d'entités qui ont été retirées. Par exemple, chez l'enfant, comme on va le voir, le terme glioblastome ne sera plus utilisé chez l'enfant, mais ça reste chez l'adulte. On a créé d'autres entités avec des parapluies qui couvrent beaucoup d'autres sous-entités. Pourquoi? Parce que soit sur le plan expression clinique ou bien pronostic, ils ont le même profil, soit c'est sur le plan génétique ou traitement, ils vont obéir au même traitement. Ça, c'est une autre présentation. Et ainsi, l'imagerie change aussi d'optique. Notre rôle n'est plus seulement d'établir les diagnostics différentiels. Et surtout, ne disons pas il y a une masse supratentorielle. Ça, on n'a encore rien dit. Pour toute personne, même un étudiant de 6e des humanités, peut voir un scanner, trouver qu'il y a comme une boule. Donc, notre rôle, c'est de donner les diagnostics le plus près possible de l'histopathologie, quand on le peut. Et, si possible, de prédire la radiogénomique, c'est-à-dire à partir de l'image, donc le phénotype à l'imagerie, et c'est un peu de prédire quel type de mutation qui est là, parce que comme on le verra pour la fosse postérieure, pour le méduloblastome, les 4 types ne se traitent plus de la même façon. Quand on a les groupes 3, c'est une irradiation de la tête et de la colonne vraiment soutenue, alors que quand on a les wingless, il n'y a presque pas de radiation ou vraiment minime. Donc, ça entre en ligne de compte. Et qu'est-ce qu'il y a eu des changements? Je pense que quand le prof Leboise a parlé la première fois, il nous a parlé de l'historique de ces classificateurs de l'OMS. Ça permet l'homogénéité dans le rapport ou bien dans le diagnostic entre différentes institutions en ce qui concerne les tumeurs. Et ces classifications sont revues après X années pour intégrer les nouveaux éléments. Par exemple, en 2016, c'était la première fois où on a inclus la biologie moléculaire, donc la génétique de manière générale, dans les classifications, même dans les noms de certaines tumeurs. Autant on a ajouté d'autres entités, autant on en a retiré d'autres. Par exemple, le terme PINET ou glioblastome. PINET chez l'enfant, on n'utilise plus. Glioblastome chez l'enfant, on l'a enlevé. On le verra pourquoi. Maintenant, on va commencer. Souvent, quand on commence ce genre de présentation, nous aimerons commencer par les tumeurs malignes ou de haut grade. La fois passée, j'ai dit quand on a une tumeur du cerveau, contrairement aux tumeurs au niveau du corps, au cerveau, nous parlons des hauts et des bas grades. C'est au fait le langage qui est beaucoup utilisé. Haut grade, j'avais donné les éléments de gravité. La restriction des diffusions, perfusion positive, j'ai donné les éléments. Donc, tout radiologue, quand vous êtes devant un cliché, le premier effort à faire, c'est pour dire est-ce qu'on a affaire à une tumeur de haut grade ou de bas grade. Et avant que je ne l'oublie, quand vous avez une tumeur, la première fois que vous avez un patient avec une tumeur du cerveau, vous devez toujours scanner la moelle. Vous devez toujours scanner la moelle. Un instant, je suis le gars, donc je vais juste répondre à ça et puis je vais enlever ça.
C'est bon, Donc là, je vous présente les gliomes de bas grade. Ça sera votre tasse de thé. Pourquoi? Regardez ici, ça représente environ 2/3 de tumeurs cérébrales, surtout supratentoriales chez l'enfant. Et les noms que j'ai montrés ici, ce sont les noms classiques que nous connaissons de l'histopathologie. Les astrocytomes, qui sont plus courants, plus de 15%. Nous avons les gangliogliomes, nous avons les tumeurs des embryoblastiques neuroépithéliales, nous appelons ça les DNET en anglais, et les astrocytomes pléomorphes, les PIC-C, et les astrocytomes sous-épandymères à cellules géantes, et puis les épandymomes. Pourquoi j'ai commencé par ceci? Pourquoi? Parce que quand on va parler des tumeurs, pour les radiologues, pour les neuroradiologues, on leur demande pour les tumeurs de haut grade de donner les noms. Par exemple, dire que ça, c'est par exemple ATMR. Ça, c'est par exemple ATRT. Ce sont les noms très compliqués, ça prend de l'expérience. Pour les gens qui sont jeunes, les résidents de première et deuxième année, on leur dit, ne fût-ce que pour les tumeurs ou les gliomes de bas grade, devez être capable de les appeler et votre diagnostic différentiel ne doit pas avoir plus de 2 tumeurs. Parce que pour la plupart des cas, ils auront des caractéristiques à l'imagerie très claires, à telle enseigne qu'on est capable de les appeler par leur nom. Maintenant, comme je l'ai dit, la génétique, ça va nous couler à la peau. Ça, c'est un exemple. C'est un article, c'est un ami avec une amie avec qui on était à l'hôpital de Sikis Toronto qui a publié cet article. Elle a résumé les circuits, les mutations qui se font au niveau génétique, au niveau des cellules pour engendrer les tumeurs. Et quand on voit, c'est le pathway, c'est MAPK pathway, la plupart des tumeurs vont suivre ceci. Et ici, on voit les différents gènes, comment ils s'activent les uns sur les autres. Par exemple, ce gène ici, le NF1, quand c'est activé, c'est à ce moment-là qu'on a la neurofibromatosis de type 1. Le gène ici, le BRAF, c'est le gène maître qui entre en scène dans la plupart des cas des gliomes de bas grade. Et on a même publié un article que je vais montrer où, à partir de l'imagerie, on pouvait prédire les sous-types moléculaires de BRAF qui ont un effet sur les traitements, les pronostics des maladies. On a par exemple ici les mTOR. Ça va intervenir dans la sclérose tubereuse de Bourneville. Je vais y revenir. Et on peut avoir un malade qui a à la fois et le NF1 et par exemple les gliomes de bas grade, comme les gliomes optiques. Donc, c'est le schéma ici qui résume ça. C'est juste à titre indicatif. Maintenant, c'est quoi la différence entre les gliomes à bas grade de l'enfant pédiatrique et les gliomes à bas grade de l'adulte? On trouve que les gliomes à bas grade de l'enfant, donc pédiatrique, ils ont moins de mutations, à peu près une mutation par tumeur, ce qui permet même un traitement ciblé, parce qu'il y a plus en plus des essais cliniques avec des molécules très particulières pour tacler ces mutations-là, au niveau de la mutation, et souvent on voit ces tumeurs rétrécir, sans même besoin de chirurgie, comme on va le voir pour d'autres tumeurs. Et les mutations pour les tumeurs, les gliomes à bas grade, ça active les voies MPK que j'ai montré. Et la mutation BRAF, comme je l'ai dit, c'est la mutation la plus rencontrée. Et la transformation maligne des gliomes de bas grade chez l'enfant sont rares. Je suis en train de publier un autre article sur l'utilisation, sur la nécessité, oui ou non, d'utiliser les produits de contraste à base de gadolinium en IRM pour certains gliomes de bas grade. Qu'est-ce que nous faisons? Comme nous savons que de plus en plus, il y a des articles qui stipulent que les gadolinium se déposent au niveau de certaines cellules, au niveau du corps, notamment au niveau de la tête. On essaie, dans la mesure du possible, de l'utiliser le moins possible. Voilà pourquoi, quand vous suivez un gliome de bas grade et qu'il n'y a pas de changement en termes de taille, en termes de masse effet, en termes de diffusion, vous ne donnez plus le produit de contraste. On peut le suivre seulement en pré-contraste jusqu'à ce qu'il y ait un changement. Je vais partager l'article quand il sera respecté. Et la première tumeur, c'est ce qu'on appelle l'astrocytome pilocytique. Comme on le voit ici, ça c'était une patiente, si je me souviens bien, de 4 ans, qui est venue avec des vomissements, des céphalées qui le réveillaient de sommeil et à quelques épisodes de convulsions. Et quand on fait le scanner a été fait à l'extérieur, donc on ne l'avait pas ici. Ça, c'est l'IRM qu'on a fait. On trouve cette grosse masse au niveau de la lobe temporale à gauche. Regardez la masse. Nous avons quoi? Nous avons, c'est une masse mixte qui a une partie solide et une partie kystique. Et la partie solide ne montre pas une restriction de diffusion. Restriction de diffusion, vous vous en souvenez, c'est lorsque cette partie-ci est beaucoup plus claire comme ceci.
Là, on suppose qu'il y a beaucoup de cellules et que les molécules / atomes d'eau ne peuvent pas s'émouvoir. Et l'IRM va capter ces blocages-là pour montrer ça sous forme de tableau. Ce sera beaucoup plus blanc avec cette image à B1000 et à E10, ça sera noir. Donc, une masse polykystique qui ne montre pas de diffusion, c'est astrocytome pilocytique jusqu'à preuve du contraire. Surtout si c'est au niveau de la fosse postérieure. On va y revenir. Et regardez, souvenez-vous, et à chaque fois, je vais faire rappel aux notions que nous avons apprises à la première présentation. Qu'est-ce que nous avons dit? Les signes de haut grade, c'était quoi? Lorsqu'on avait une diffusion, ici, il n'y a pas de diffusion. Par moment, on a un édème périlésionnel important, ce qu'on ne retrouve pas ici. Et ici, le rehaussement, ça peut être, on peut avoir toujours un rehaussement. Le rehaussement, on a dit que ça parle de la néovascularisation, ça parle de la perméabilité vasculaire, mais les astrocytomes pilocytiques, ça constitue une exception pour ça. Voilà pourquoi il faut se baser beaucoup plus au niveau de la diffusion. Au scanner, ça sera juste une lésion kystique. Voilà pourquoi il ne faut pas jamais banaliser les kystes qu'on voit au niveau des scanners. J'ai montré au moins 2-3 cas de tumeurs qui, au scanner, c'était kystique. Ça, c'est un autre patient, mais qui avait une lésion similaire. Et au scanner, ce n'était que le kyste. Et la partie solide, c'était ici comprimée avec un peu de cerveau. Regardez, il n'y a pas d'œdème périlésionnel. Donc, il ne faut pas normaliser le kyste et le banaliser. Pour la classification OMS 2026, c'était la mutation BRAF qui était retenue et c'est le grade 1. Souvenez-vous, grade 1, 2, 3, 4. 1, c'est le bas grade, bon pronostic. Et ici, comme on le voit, il y a deux grands types de mutations. Il y a le BRAF fusion et le BRAF V600I. Si la tumeur, on trouve que c'est la BRAF fusion, généralement, c'est des bons pronostics. Quand c'est V6I, c'est des mauvais pronostics, plus ou moins. Et dans cet article que nous avons publié avec un médecin stagiaire, très intelligent, dans le journal américain de neuroradiologie, on a prouvé qu'à l'IRM, on peut prédire les sous-types ici. Mais ce n'est pas l'objectif de cette présentation, mais gardez à la tête, à l'imagerie, on peut les différencier. Mais ce que moi, je voulais ici qu'on sache, 1, que les astrocytomes existent, 2, souvent, ce sont des bas grades, donc il n'y aura pas de diffusion. Et si on a un rehaussement, c'est que ça ne doit pas nous dire que non, comme il y a un rehaussement et que le rehaussement a été cité parmi les signes de gravité, c'est ça au grade. Je reviens encore ici, BRAF fusion, bon pronostic, V600I, mauvais pronostic. Regardez, le juvénile pilocytic astrocytoma, donc c'est astrocytopilocytique, ils ont un excellent pronostic. Donc, jusqu'à 10 ans, 90% des malades seront toujours vivants. Et quand on fait des confrontations, neuroradiologie, neurochirurgie, neuropathologie, ça représente à peu près 40 à 50% des malades qu'on va voir. Parce qu'ils vivent longtemps et donc ils reviennent avec le visite annuelle à tout le monde. Deuxième groupe de tumeurs que je voulais que tout le monde connaisse et appelle par le nom. Pas avec une longue liste de diagnostics différentiels, mais quand on le voit, on les appelle par les noms. Ce sont les gangliogliomes. Souvent, ça va rester au niveau de lobe temporal. Le mois prochain, je vais parler de l'imagerie de l'épilepsie et c'est parmi les tumeurs épileptogènes. Gangliogliome est un d'eux. On va parler de Pixé, on va parler d'Inet, mais ça, c'est le chef de file. Gangliogliome. Regardez ici, c'est une masse kystique, mais les kystes ne sont pas aussi proéminents qu'on l'a trouvé avec l'autre tumeur ici. Regardez l'autre tumeur ici, les kystes étaient vraiment importants. Tout ce qu'on voit en blanc ici, c'est de l'eau. Et regardez ici, après rehaussement, on trouve que l'eau n'a pas pris, donc ce sont les liquides céphalo-rachidiens. Mais les kystes qu'on trouve dans les gangliogliomes, ce sont des petits kystes et on trouve des calcifications. Les rehaussements, ça peut ou ne peut exister. Ça, c'est le scanner, c'est un autre patient. Souvent, ça sera comme ça. Ici encore, on a la chance parce qu'on trouve des calcifications et tout autour, c'est un peu hyperdense. Mais d'autres cas, ça peut être seulement une simple calcification. Donc, une calcification qu'on trouve un malade avec épilepsie, il faut demander une corrélation avec EEG. Pourquoi ça peut être le site qui est en train d'étirer, donc qui est en train de déclencher des crises d'épilepsie. Et la localisation ici, elle est classique. Lobe temporal, la partie médio-inférieure. Souvent, c'est là qu'on trouve. Regardez, le fait des masses est moindre par rapport à la taille des tumeurs. Et souvent, ce sont des tumeurs, comme ils sont bénignes, ça va prendre du temps pour se développer.
Donc, ça va être des convulsions qui ont traîné dans nos milliers, ça peut être ça a traîné pendant 5 ans, tout ça, mais on n'a jamais imaginé, donc pour lesquels on n'a pas fait l'imagerie. Ça, c'est un autre cas. Regardez, c'est un autre patient que j'ai trouvé dans la littérature. On trouve si une lésion pas très bien circonscrite, mais on trouve des calcifications, un peu de kystes. Et ici également, on trouve un peu de kystes. Ça, c'est le T2. Et en flair, on trouve un peu hyperdense. Les limites ne sont pas très claires. Ça, c'est aussi un cas de ganglioniome. Donc, en d'autres termes, si j'avais un teaching point, si j'avais un point à retenir ici, une tumeur au niveau de la lobe temporale, une tumeur calcifiée de la lobe temporale, surtout quand on a les signes de long standing, c'est-à-dire que ça traînait. Par exemple, il y a un émincement de l'os adjacent, tout ça. Pensez d'abord à ganglioniome. Ganglioniome jusqu'à la preuve du contraire. C'est vrai, on trouvera les cas de dinettes calcifiés, mais ganglioniome, ça restera, en termes de probabilité, très haut d'avoir des diagnostics différentiels. Le troisième type de tumeur que je veux que vous reteniez, c'est le tumeur dysembryoplastique neuroépithéliale. Vous appelez ça les dinettes en anglais. Ce sont les tumeurs qui sont comme ça. Regardez, cette même masse ici, si j'ajoute la calcification, ganglioniome devient le premier diagnostic différentiel. Mais dans ce cas ici, nous avons une masse kystique. Regardez l'os comme ça, comment ça s'est ça diminue un peu d'épaisseur. Ça, c'est un signe de chronicité. Ça prouve que la lésion a traîné longtemps. Et quand vous faites l'examen, à l'examen, si on devait une seule séquence IRM pour conclure au diagnostic de d'INET, c'est l'image en flair. Pourquoi? Parce qu'en flair, vous aurez toujours ces lisérés qu'on trouve ici en hypersignal en flair. Vous savez qu'en flair, on dit que c'est le T2 molécule céphalorachidien. Comme ici, ça c'est le T2, le liquide céphalorachidien est toujours là, mais en flair, ce liquide-là doit partir. Mais souvent, nous gardons toujours cette couche ici. On pense que ce sont des cellules neurogliales qui sont comprimées. Il y a beaucoup de controverses. Bref, Nzela Mukuse, en flair, il y aura, ce sera une masse kystique, et en flair, en périphérie, il y aura l'hypersignal. Ça sera d'inet jusqu'à la preuve du contraire. C'est la deuxième lésion qui cause le plus d'épilepsie. On va revenir sur ça quand on va parler de l'épilepsie. Et comme je l'ai dit ici, on peut avoir des calcifications. L'effet de masse peut être là ou moindre. Et la mutation, j'ai dit ici, regardez, c'est le BRAF V600I. BRAF revient toujours. Et par rapport à la classification, c'est OMS grade 1. Donc, ils sont au niveau du même grade que les ganglioniome. Et quand vous êtes vraiment confus, mettez les deux. C'est soit DINET, soit ganglioniome. Nous, on va se dire qu'il y a un masque ici, vous arrêtez là, non. On va encore rien fait. Il faut aller droit. Parce que quand vous appelez ça ainsi, même pour les cliniciens, ils savent que ces deux tumeurs-là sont les causes les plus fréquentes d'épilepsie. Ça, c'est une autre fille. 6 ans, céphalée, vomissement, scanner. Pose de 1 seconde, que chacun regarde, me dise c'est où la lésion. Ce scanner ici a été lu comme normal, même ici. Pour dire, tout n'est pas aussi clair que ça. On a fait l'IRM, même à l'IRM, trouvez-moi la lésion. C'est après beaucoup de temps que vous trouvez qu'il y a comme un truc. Temporal interne. Oui, ça c'est niveau ici. Regardez, votre ami, c'était quoi j'ai dit? C'est le flair. Pour les dinettes, flair, ça va rester en hypersignal par rapport aux autres lésions kystiques. Ça, c'était difficile. Ce n'est pas vraiment kystique, mais quand vous comparez, vous trouvez qu'ici, c'est un peu hypodense, mais vraiment rétrospectif. Quand vous avez les clichés pour la première fois, sans corrélation avec EEG, c'est difficile de dire à quel niveau il y a la lésion. Donc, ça, c'était dinet. Maintenant, regardez en T2, c'est un peu blanc quand vous comparez de l'autre côté, mais quelqu'un peut appeler ça artefact facilement. En flair, vous avez hypersignal. Et après injection de produits de contraste, quand vous comparez à l'autre côté, ça a un léger rehaussement à ce niveau-là, vraiment minime. Mais quand vous regardez la diffusion, il n'y a pas de diffusion. Pourquoi? Diffusion, normalement, ici, ça doit être blanc dans cette image ici. Et avec l'EDC map, ça doit être noir. Là, on dit qu'il y a une restriction de diffusion qui est un signe de malignité ou de haut grade. Ici, il n'y en a pas. Donc, c'est une tumeur de bas grade. Et à ce niveau ici, comme je l'ai dit,
Première image quand vous avez la première intention ou la logique voudrait que vous soyez capable de dire est-ce que j'ai affaire à une tumeur de bas ou de haut grade avant d'aller dans les diagnostics en termes de noms. Et regardez, il y a déjà cet élément ici qui nous dit que c'est une tumeur de bas grade. Le rehaussement n'est pas très significatif, n'est pas à vide. Donc, on sait que la néovascularisation, puis la perméabilité au niveau des vaisseaux n'est pas aussi prononcée que ça. Et ça, c'est l'IRM spectroscopie. Souvent, ça vient comme ça, sans annotation. Vous savez qu'au niveau 2, ici, c'est les NAA. À ce niveau ici, c'est le 3, vous avez la créatine et après, c'est la choline. Donc, ça fait comme des escaliers. J'ai dit, le bon escalier, c'est quand vous montez à partir de votre côté gauche, de ce côté ici. Pourquoi? Parce qu'ici, ça signe le marqueur de tumeur neuronale. Quand ça change, ça diminue. Or, on a parlé de choline, c'est le marqueur de turnover. Donc, quand il y a le renouvellement des membranes cellulaires, et c'est à ce niveau-là que ça va monter. Donc, si c'est une tumeur maligne, le troisième ici, le pic ici va aller en haut, l'autre ici va descendre. Donc, si je vais montrer dans mon MR spectroscopie, je dois montrer à partir de droite. Donc, la pente comme ça, de gauche vers la droite, c'est une bonne pente. Quand ça vient de l'autre côté, c'est une mauvaise pente. Et quand le pic apparaît à ce niveau ici, donc les lactates ou les lipides, ce sont des signes de métabolisme anaérobique et puis de nécrose, qui ne sont pas aussi des bons signes. Ces éléments-là vont en faveur de haut grade. On en a parlé la fois passée. Par exemple, dans les cas de GBM, on a vu qu'il y avait ces pics-là, glioblastome. Donc, ça, c'était une tumeur des embryoplastique neuroépithéliale. L'autre type de tumeur, xanthoastrocytome pleomorphe, en anglais, on appelle ça PXA. Regardez, c'est une tumeur, on a des signes de chronicité qui est là. Nous avons une masse qui a une partie solide et une partie kystique. Diagnostic différentiel, nous avons parlé des gangliogliomes, mais dans les gangliogliomes, on avait trouvé que notre kyste n'était pas aussi prominent que ça. Les deux, c'est les astrocytomes pilocytiques. Généralement, ce n'est pas uniloculaire comme ça, les kystes. C'est beaucoup de kystes, y compris dans la partie solide. Donc, ce n'est pas vraiment ça. Et ça, c'est les DINET, ça peut être là. Donc, j'ai besoin de flair pour voir l'anneau en blanc. Regardez ici, on a un peu d'édème tout autour. Et comme il y a l'édème, il y a ces rehaussements solides ici. Regardez, c'est BRAF V600I. Souvenez-vous, j'ai dit BRAF fusion, c'était bon pronostic. V600E, c'était le mauvais pronostic. Et regardez le grade OMS, on est déjà au stade 2. Donc 2 sur 4. Âge, c'est aux alentours de 10 à 30. Et souvent, ils ont venu avec les convulsions. Donc, c'est la troisième tumeur qui est épileptogénique. On a parlé des gangliogliomes en premier. On a parlé des DINET. Et maintenant, on parle des PXA. Troisième tumeur épileptogénique. Je vais y revenir en son temps. Donc, si j'ai parlé des pronostics, une transformation maligne est possible. On est déjà au stade 2. Pour continuer à monter, ce n'est pas aussi difficile que ça. Diagnostic différentiel, j'ai parlé des DINET. Comment je vais différencier? Je vais chercher mon image en flair pour voir l'anneau en blanc dont on a parlé. Oligodendrogliome, oui, ça va être possible, mais souvent, ce sont des calcifications. Pourquoi c'est possible? Parce que les oligodendrogliomes, souvent, ça envahit les cortex. Et les gangliogliomes, on en a parlé, mais j'ai dit que le kyste, ce n'est pas uniloculaire comme ça. Souvent, ce sont des petits kystes parsemés dans la partie solide. Maintenant, on va parler d'une autre entité. Je pense que c'est encore là où je dois finir dans 5-10 minutes, comme ça on va ouvrir la discussion. Ça, c'est une autre tumeur. On appelle les astrocytomes sous-épandymères à cellules géantes, les SEGA. Et ça, c'est une entité, en fait, c'est l'arbre qui cache la forêt. La mutation, c'est les TSC1 et les TSC2. Et regardez le grade OMS, c'est le grade 1. C'est souvent, ce sont les tumeurs au niveau de foramen de Moreau. Et qu'est-ce qu'on trouve? Il faut faire la différence entre ces tumeurs et les petites nodules qu'on trouve là, dans les parois. Les petites nodules, on appelle ça les nodules sous-épandymères. Et ce qu'on a ici sont les astrocytomes épandymères ACI géantes. Les deux, ça se trouve dans ce qu'on appelle les scléroses tubéreuses de Bournevet. Ce sont des causes des épilepsies qui sont difficiles à contrôler de manière médicale. Pourquoi? Regardez ici pour ce patient,
tout ce qu'on voit ici en bas, ce sont des tubères corticaux. Donc, chaque lésion, c'est l'équivalent de dysplasie corticale, comme on le trouvera pour d'autres lésions d'épilepsie. Donc, toute cette lésion ici vont commencer à libérer des décharges. Et pour soigner ça, souvent, on fait, peut-être le neurochirurgien, vous nous en parlez, on peut couper, même séparer les deux hémisphères pour contrôler ces épilepsies-là. Maintenant, l'autre question, c'est en termes de taille. Quand est-ce qu'on parle de SEGA, donc astrocytome sous-épandymère, quand est-ce qu'on parle de nodule sous-épandymère? Il y en a qui utilisent les critères taille, moins de 1 cm, souvent ils parlent de nodule sous-épandymère et souvent c'est en dehors même des trous des moraux comme on le voit. Ça peut être partout dans le paroi de ventricule latéral. SEGA, c'est lorsque c'est plus aux alentours de 2-3 cm. Aussi, les nodules sous-épandymères, généralement, restent stables. Ça ne va pas changer, ça va se calcifier, alors que les SEGA, ça peut continuer à augmenter les volumes et causer même une hydrocéphalie, comme on le voit sous ces malades. Mais ce qui est bon pour ces malades ici, à cause de mutations connues, il y a les traitements qui vont tacler ces mutations et contrôler même la croissance. Par exemple, ce qu'on appelle la rapamycine, c'est le traitement qu'on utilise maintenant, qui vont permettre non seulement de diminuer les tailles, ces SEGA ici, quand ça ne cause pas déjà une hydrocéphalie aussi franche que ça, mais au niveau de la peau aussi, je vais montrer avec les clichés précédents. Les clichés, ces malades ici, ils ont ce qu'on appelle les angiofibromes du visage. Surtout chez les femmes, ça pose un sérieux problème d'esthétique. Donc, ce même traitement, ça va permettre non seulement de diminuer la taille des lésions au niveau du cerveau, mais de soigner aussi des lésions de la peau et sans passer de la chirurgie. Pourquoi j'ai mis ces images ici? Parce que le radiologue, c'est un peu le gérant du carrefour. Avec les lésions ici, si vous n'êtes pas capable d'appeler ceci les nodules sous-épandymères et d'enclencher l'étude les autres parties du corps, vous allez rater ces diagnostics. Les scléroses tubéreuses de Bourneville. Pourquoi? Au niveau de la tête, vous avez des nodules comme ça, mais vous avez des tubères corticaux ici, qui sont des foyers épileptogènes, chacun d'eux. Voilà pourquoi ils auront des épilepsies qui seront difficiles à contrôler. Et en plus de cela, ce même malade peuvent avoir des anévrismes. Ça veut dire que quand vous faites le suivi IRM de ces malades ici, vous devez injecter ou avoir l'IRM d'angioscan dans tous les cas parce que ces malades ici peuvent avoir des anévrismes. Ce même malade avec le même syndrome, ils peuvent avoir les rhabdomyomes. Par exemple, ici, on trouve au niveau du cœur cette masse ici qui est le rhabdomyome. Ces malades ici, au niveau des poumons, ils ont ce qu'on appelle les lympho-angioléomyomatoses. Par exemple, ces lésions kystiques, ça commence par comme des lésions nodulaires et puis ça va s'excaver, ça devient kystique, jusqu'à ce que tout devienne kystique. Donc, quand vous tombez sur ces lésions ici, vous devez être capable de les rattacher avec les autres. Quand vous tombez sur le scanner osseux, c'est hénostose, c'est ce qu'on appelle les Bone Island en anglais. Ce sont des lésions qui signent toujours la sclérose tubéreuse de Bourneville. De même, au niveau des reins, quand vous tombez sur les angiomyolipomes, c'est-à-dire une tumeur qui a à la fois et les vaisseaux et le tissu adipeux et le tissu mou, vous devez être capable de voquer. Si on vous dit que c'est un malade qui est venu avec des douleurs abdominales ou bien des saignements urinaires et qui a des convulsions en plus, vous devez savoir que d'ici, on peut appeler le diagnostic au niveau de la tête, des tubères corticaux. Donc, c'est le rôle des radiologues de rattacher tous ces éléments ici. On va parler d'une autre entité, ce qu'on appelle épandymome. Ça, c'est un garçon de 8 ans qui a présenté de manière brusque des troubles de la marche, nausées matinales, hémiparésie à gauche et la doxyflexion qui a été anormale. Et vous trouvez cette masse ici. C'est une grosse masse qui envahit et le cortex et une partie de l'os frontal. Regardez l'effet des masses. Maintenant, comme radiologue, vous devez dire, est-ce que nous avons affaire à une lésion de haut ou de bas grade? Pourquoi je dis ça? Parce que vous vous souvenez, pour les lésions de bas grade, pour la même lésion, on va parler d'astrocytome pilocytique, on va parler de PXC, on va parler de DINET. Et à DINET, j'ai dit, on doit chercher les lisérés en flair. Mais pour ces cas ici, j'ai quelque chose de particulier. Ici, nous sommes en T2, ça c'est notre masse, et normalement, tout ce qui est bénin aura tendance à avoir un hypersignal au niveau des T2. Regardez ici, c'est un peu noirâtre. Alors, là, on revient dans les signes de malignité. Souvenez-vous,
la première séance, quand j'ai parlé des signes de malignité, j'ai parlé d'images de diffusion. Et j'ai dit que le scanner pouvait nous servir de surrogate pour dire que si on avait une diffusion, oui ou non. Une lésion qui est spontanément hyperdense au scanner, ça a plus de chances. Une masse spontanément hyperdense au scanner, s'il n'y a pas l'hémorragie, donc c'est déjà un signe de restriction de diffusion probable. Des deux, en T2, s'il n'y a pas assez d'espace, donc il n'y aura pas assez d'eau, comme dans les lymphomes, quand dans les gliomes de haut grade, donc l'hypersignal ne sera pas là, ça sera beaucoup plus en hyposignal. Donc une masse qui paraît plus ou moins noirâtre en T2, ça a beaucoup plus de chances d'être malin qu'une masse qui est hyperétense en T2. On va continuer avec les séquences. Regardez ici, ça c'est le même patient, notre T2, notre flair. Ça, je l'ai fait exprès. Regardez, en périphérie, nous avons l'hypersignal en flair, mais la masse elle-même aussi, elle est en hypersignal. Donc ça, ce n'est pas les DNET. Ça, ce n'est pas les DNET. Et le fait des masses est quand même énorme ici comparé aux autres. Et quand vous revenez ici, regardez, ça c'est l'image en diffusion, c'est le B1, c'est beaucoup plus blanchâtre que le reste du cerveau. Et quand vous regardez les ADC, c'est dark, c'est noir. Donc, il y a une restriction de diffusion, c'est déjà grade 2 ou monté. Voilà pourquoi, quand on va parler de la fosse postérieure, je vais dire qu'il y a une règle d'or. Tout ce qui aura une restriction de diffusion sera méduloblastome. Tout ce qui n'aura pas restriction de diffusion, ça sera astrocytome pilocytique. Et au milieu, ceux qui peuvent ou peuvent ne pas avoir une restriction, ça sera les épendymomes. Ça, c'est un exemple. Épendymome, mais qui montre une restriction de diffusion, et c'est des grades 2. Pourquoi dans l'épendymome, on a des grades 1 et des grades 2. Et dans la classification des OMS 2021, c'est pour la première fois, ils ont introduit les deux mutations ici, la fusion ZFTA et la fusion YAP1. Maintenant, on dit que quand un malade a cette mutation, cette fusion ici, c'est d'ailleurs plus des cas, à 70% des cas, ils ont un mauvais pronostic. Ça, c'est notre malade. Il avait cette mutation ici. Regardez, il a une restriction de diffusion. Alors que l'autre ici, quand ils ont cette mutation, YAP1, ils ont un meilleur pronostic. Regardez, même en termes d'imagerie, on trouve une masse, ça c'est beaucoup plus impressionnant en termes de lésions kystiques. On a même ici, on peut même poser un problème de diagnostic différentiel avec les astrocytomes pilocytiques. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas restriction de diffusion. Donc voilà pourquoi, voilà en quoi, par exemple, les mutations peuvent jouer un rôle dans la détermination des grades hauts ou bas. Donc les deux cas ici, ce sont deux malades qui vont venir avec tableau de vomissement, des céphalées, tout ça, peut-être des convulsions. Mais quand vous regardez l'image, l'absence de restriction, ça vous dit quel type de tumeur vous avez à faire. On va parler maintenant des tumeurs de haut grade. Dans 2-3 minutes, on va finir. Les tumeurs de haut grade, ça, je vais bypasser. On a dit pourquoi dans la classification 2021, on a séparé les tumeurs à haut grade de l'adulte et de l'enfant. Pourquoi? Parce que même s'ils ont le même nom histologique, mais en termes de comportement biologique et génétique, sont différents. Par exemple, dans ces cas ici, vous vous en doutez bien, c'est un cas de glioblastome. Quand Dr. Kambang a parlé de glioblastome, c'était comme ça. Une masse avec beaucoup de nécrose, de rehaussements en périphérie. Mais ça, c'est un enfant, c'est un garçon de 6 semaines. C'est une masse qui a été trouvée in utero. Et c'est GBM. Et ça, c'était un cas que j'ai vu à l'hôpital pédiatrique de Toronto. Et après 12 ans, il n'y avait toujours pas de récurrence, pas de métastase, et le patient était toujours en vie. Alors que les glioblastomes chez l'adulte, c'est à peu près tout au plus une année, je ne sais pas si vous avez 2 ans pour mourir. Voilà pourquoi dans la classification 2021, on a dit, comme les altérations génomiques caractéristiques des tumeurs désormais appelées glioblastomes ne sont pas observées dans les cas pédiatriques, les glioblastomes est désormais considéré comme une tumeur de type adulte et le diagnostic ne peut pas être utilisé avec les néoplasmes de ce type pédiatrique. Ça, c'est une parenthèse. Maintenant, deuxième groupe, c'est les tumeurs embryonnaires. Ça, c'est la classification, ça, c'est un tableau que j'ai eu de ma présentation au Japon, où on a mentionné en gris ici toutes les nouvelles entités. On voit par exemple pour les tumeurs embryonnaires, pour la première fois, les méduloblastomes ont été séparés des autres tumeurs embryonnaires. Il y a beaucoup d'entités ici. Je ne vais pas reprendre ça, mais je voulais que vous ayez la règle d'or. Toute tumeur qui est large, qui montre une restriction de diffusion,
rehaussement. Et surtout quand on a les métastases déjà au diagnostic avec d'un pays lésionnaire minime ou pas existant, pensez à une lésion embryonnaire. Surtout si vous avez un enfant de moins de 3 ans. Ça, c'est un exemple. C'est une grosse masse. Ça ne rehausse pas trop, mais regardez la diffusion. On a déjà même des changements ischémiques dans le parenchyme environnant. Ça, c'est le rehaussement, je crois. Et je crois que ça, c'est un peu d'hémorragie à ce niveau-là. Et ça, c'était une tumeur tératoïde rhabdoïde atypique. Ce qu'on appelle les ATRT. Pour les neuroradiologues généraux, on vous demande seulement d'appeler ça tumeur embryonnaire. Peut-être des diagnostics différenciés du rat épendymon, par exemple. À l'époque, tout ce qu'on appelait PINET, ça entre dans ces sous-groupes ici. Mais quand vous faites une hyperspécialisation, vous devez être capable de les distinguer des autres entités. Ça, c'est une autre entité qu'on appelle tumeur embryonnaire avec les rosettes multicouches. Regardez, même caractéristique, restriction de diffusion à cause de l'effet de masse et tout ce que ça cause. Il y a déjà des lésions ischémiques qui sont en tout. Donc, quand vous avez des lésions ischémiques, ça n'exclut pas que vous avez une tumeur. Il ne faut pas appeler ça un AVC. Et les rehaussements sont ici. Ça, c'est un enfant de 22 mois qui était auparavant en bonne santé, qui est arrivé aux urgences avec un tableau de détresse respiratoire et un arrêt cardiaque. Regardez la grosse masse. C'était une tumeur embryonnaire. Donc, je vais m'arrêter là. J'ai préparé 3 ou 4 cas cliniques. Je pense que je vais laisser d'abord la parole aux autres de parler, les panélistes. Et si on a les cas, maintenant, je vais présenter les cas cliniques pour mettre la cerise sur le gâteau. Merci beaucoup. Merci, professeur, pour la présentation. Vous avez eu exactement 43 minutes. Nous allons passer la parole au professeur Lesboisé, qui va nous parler du volet anatomopathologique des tumeurs cérébrales de l'enfant. Professeur Lesboisé. Bonjour. Dadi, bravo, hein, merci de l'invitation. Bonsoir tout le monde. Désolé, bonsoir, professeur. Bonsoir. Voilà, je vais peut-être... Voilà. Merci beaucoup, je voulais dire à tout le monde, d'abord de l'invitation pour un peu maintenir un certain rythme de formation continue. Donc, c'est hyper important. C'est un peu ça l'esprit ahmedien. Si j'ai reviens chaque fois sur l'esprit ahmedien, c'est parce qu'en mettant en place Ahmed, on s'est dit médecine d'ici, médecine d'ailleurs, c'est exactement pour permettre à celles et ceux d'entre nous qui exercent en dehors du continent africain de puissent aider, participer à la formation continue de ceux qui sont restés ici au pays. C'est dans ce cadre-là que je tiens vraiment à féliciter Dadi pour tout ce que tu fais et puis l'ensemble des panélistes qui passent. En ce qui concerne la présentation d'aujourd'hui de l'étudiant pédiatrique suspensionnel, je vais peut-être faire 2 ou 3 mots parce que je trouve que les topos jusque-là, ce que le prof Dadi a fait, c'est tout à fait correct. Et je vais peut-être parler sur le plan anatomopathologique parce que celles et ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, ils ont peut-être raté la première présentation au cours de laquelle j'avais passé en revue un peu l'évolution des différentes classifications des tumeurs nerveuses jusqu'à la dernière, la 2021, donc il y a 2 ans. Et c'est hyper important de savoir que les aspects moléculaires, c'est vrai que les profs, Matabadi a insisté, non, il va mettre de côté un peu les aspects génétiques, tout ça, c'est difficile. La dernière classification de l'OMS, il faut bien classer les entités, il faudra absolument tenir compte de ces aspects-là, c'est cette dimension-là, la dimension génétique. Et vous allez me dire, mais comment vous faites, peut-être la question beaucoup se pose, comment vous faites, vous qui êtes là au pays, comment vous faites pour arriver à bien poser les diagnostics avec ces aspects-là? Donc, mine de rien, nous sommes en train de suivre. Nous sommes en train de suivre parce que il y a quand même des efforts qui sont faits depuis un certain moment. Mais là, je vais vous parler d'un passé récent. Donc, depuis 2020, le pays a pris la décision de mettre en place le CNFI, le Centre national de lutte contre les cancers. Et parmi les missions, c'est absolument de mettre à niveau le diagnostic, mettre à niveau le traitement et mettre à niveau, bien sûr, la formation pour que nous puissions avoir de façon standardisée
les informations à jour pour que les gens, les patients, soient pris en charge de façon universellement acceptée. Dans ce cadre-là, je vais rassurer le professeur Matakénon, les efforts sont vraiment réalisés. Et aujourd'hui, au moment où nous parlons, nous venons de terminer l'implémentation de la fiche d'un appareil de fiche, donc fluorescente et institutionnalisation. Donc, ça va nous permettre déjà au niveau pour les cancers du sein, vous savez que l'oncogène HR2, par moment, il faudra chercher son amplification pour voir si oui ou pas il y a indication d'un traitement à base d'acétyl, donc transfusionnable. Donc, on essaye d'avancer petit à petit, mais ça avance. Donc, en ce qui concerne la neuro, en collaboration avec les autres collègues du département, les professeurs qui signent notamment, professeurs Chirimoni, qui sont neuro et Kaboro, on fait un effort de suivre et avec l'immunohistochimie, on a l'équipement aujourd'hui pour pouvoir suivre. Par exemple, le BRAF fusion ou les V600I, on fait un effort. On a ces anticorps ici à Kinshasa. Mais sauf que peut-être l'information, il faudra la passer au maximum des praticiens, particulièrement nos collègues Léro, le professeur Sambi en tête, le docteur Jeff Talage avec qui on discute tout le temps, pour qu'ils suivent, qu'ils puissent voilà, demander ces analyses-là et surtout, lors de nos RCP, qu'on puisse avoir des RCP un peu plus continués. En neuro, ce n'est pas encore ça. On a commencé avec la pédiatrie, la céno, c'est normal, la gastro et l'urologie, on va démarrer, et le mato. Donc d'ici là, on va faire des RCP, donc professeur Mata, préparez-vous, on va pouvoir faire des RCP peut-être un peu plus tard pour vous permettre d'assister. Donc, nous essayons de suivre. Pourquoi? Parce qu'on sait aujourd'hui que le traitement pour la plupart des tumeurs, c'est très dépendant de la signature moléculaire de chaque tumeur. Et pour dire que telle tumeur est de bas grade ou de haut grade, c'est vrai que vous sortez des arguments essentiellement radiologiques, mais nous, sur le plan ANAPAD, vous savez, on travaille beaucoup avec le marqueur qui est les Ki67. Hein, les cutoffs dans les seuils de signification, c'est le 20%. Quand une tumeur, on voit que non, voilà, dans les champs de prolifération, on a moins de 20% des cellules marquées avec les Ki67, c'est-à-dire des cellules en cycle ou en mitose, ah ben c'est du bas grade. Quand c'est au-delà, c'est du haut grade. Mais bien sûr, on a des repères morphologiques et on tient compte vraiment de la dernière classification, même si on n'a pas tous les arguments, mais on essaye de suivre parce qu'on commence à s'équiper et vraiment l'ambition est là. Et moi, je tiens à garder ce contact-là avec le monde occidental, bien que nous ayons un peu des écarts, mais je pense que nous suivons très bien derrière et que c'est vrai que ce n'est pas le rattrapage du 100%, mais on fait un effort de suivre pour pouvoir faire de la bonne médecine ici et donner la chance à nos compatriotes d'avoir le traitement le plus adapté possible. Voilà un peu l'ensemble des mécanismes. Peut-être que je vais terminer en disant à tout le monde que gardons ce contact ici parce que très rapidement, en aparté, je vais appeler le prof Dadi, on va parler parce qu'à un moment, il a été question payant ou pas payant. Bon, il y a le CNLC, donc le Centre national de lutte contre les cancers, comme vous le savez, en train de s'étendre, en train de se développer. Parmi les missions, il y a la formation. Donc, on a prévu comme ça de formation continue en présentiel ou en visio, comme on le fait là. Donc, ces séances pourront très rapidement être pilotées par les CNLC. Et on va les faire département par département. Et ça, c'est de façon, il y a des compensations qu'on va voir, c'est pas donner de l'argent aux animateurs, tout ça, mais c'est de compenser, de participer aux efforts que les uns et les autres vont pouvoir faire pour préparer la formation de plus jeunes ou de l'ensemble des praticiens pour les mettre à niveau. Donc, je ne fais pas de promesses pour le faire. Très rapidement, on va arriver à faire ces compensations-là. Et les séances comme cette formation vont se faire sous j'allais dire, la lead du CNLC, donc le Centre national de lutte contre les cancers. Donc voilà, je ne vais pas m'attarder. Moi, j'ai hâte de voir un peu les cas cliniques pour qu'on en parle, pour qu'on en discute. C'est vrai qu'ici, bon, il commence déjà à faire un peu plus tard, mais on va vous suivre pour les cas cliniques. Voilà, je préfère m'arrêter là et je reste disponible pour répondre à des questions, éventuellement des précisions. Je m'en doute. Il y aura des gens qui vont chercher à vérifier est-ce que, bon, voilà, vous dites tout ça, est-ce que les médicaments, tout ça.
je pourrais répondre au cas par cas. Voilà, over to you. Merci beaucoup, Dr. Zokere. À vous la parole. Merci, professeur. Merci beaucoup. Sans plus tarder, nous allons passer la parole au docteur Katumba, qui va nous parler du volet de traitement. Docteur Katumba, il y a déjà des questions, mais je pense qu'on va finir avec docteur Katumba, revenir au cas clinique et on va poser les questions et lire les questions qui sont demandées. Docteur Katumba? Allô? Je pense l'avoir vu sur la liste, docteur Katumba. Oui, je suis là. Est-ce que vous m'entendez? Oh là là. Oui, on vous attend. Allô, allô? Oui, 5 sur 5, on le reçoit très bien. Alors, 5 sur 5, ça passe bien. je pense le temps de reprendre contact avec docteur Katumba pour ne pas perdre le temps. Je pense, professeur Dadi, on va... Allô? Oui, docteur. Bonsoir, docteur. Bonsoir, docteur Katumba. Allô? Il m'avait dit qu'il avait un problème de délaissage en Afrique du Sud aussi. Le son est entrecoupé, on ne vous entend pas très bien. Docteur Katumba? J'ai vu le prof Fomekon qui est là. Je ne sais pas s'il a un commentaire en attendant docteur Katumba. Oui, un commentaire. Moi, je te félicite pour la brillante présentation que tu as faite. Alors, vous m'entendez là? Oui, 5 sur 5. Merci beaucoup. Voilà, pour la brillante, vraiment extrêmement didactique. Et je suis en train de me demander si je ne vais pas, si tu acceptes, t'inviter une fois à présenter en une quarantaine de minutes, comme tu l'as fait, à un staff que j'organise, parce que j'organise des staffs ici en état service, dans mon service ici à Bruxelles, une fois en Zoom ou en Teams, t'inviter à représenter ce que tu viens de présenter, ça pour mes collègues. Ce n'est pas le moment de... Moi, je trouve que c'était très, très bien et c'est extrêmement didactique pour les jeunes d'entre nous qui ne sont peut-être pas très didactique. Au moment des questions, je poserai l'une ou l'autre question juste pour m'éclairer un peu par rapport à ton expérience personnelle. Ouais. Merci beaucoup. Je vois que Dr Katumba a des problèmes pour se connecter. Je peux déjà présenter le premier cas clinique. Comme ça, on chauffe un peu la tête et puis on va prendre ça de là. Allez, professeur. OK. Bon, ça, je prends ça à partir de PAX. Je veux... C'était que 3 ans, céphalée, vomissement d'apparition brusque. À l'hôpital de la Cité, ils ont fait un scanner. C'est ça la lésion qu'ils ont trouvée. Quelqu'un a une idée en termes de diagnostic différentiel? Sur base de ce qu'on a discuté. On peut écrire dans les chat box, pas besoin de parler. Grosse masse, de manière spontanée, hyperdense, mais l'hyperdensité est hétérogène. On a par endroit des nodules ou bien des lésions qui sont aussi denses que l'os et par endroit, des endroits qui sont hyper denses, plus que le cortex du cerveau, mais moins denses que l'os. Et ici, la question, c'est de savoir à quoi nous avons affaire. Bien sûr, quand vous avez une lésion comme ça, j'ai dit toujours, il faut commencer par là où vous avez plus de chances d'oublier. Le fait de masse. Parce que ici, l'hydrocéphalie est là et il y a déjà l'engagement, regardez en postérieur ici. Donc, le neurochirurgien va aller juste, je vois le docteur Marc Lumba qui a parlé de oligodendrogliome, un bon diagnostic différentiel. Ici, nous sommes à 3 ans chez l'enfant. Voilà pourquoi j'ai parlé de l'âge.
qui est très important comme en termes d'épidémiologie. C'est une lésion, c'est difficile de dire d'où ça provient. Est-ce que ça provient de la ventricule latérale à droite? Oui, je vois Dr. Chivi qui a parlé de astrocytome pilocytique. Regardez, la partie qui est spontanément hyperdense, il y a deux possibilités. Soit il y a beaucoup de cellules qui sont là, ce qui fait que ça augmente l'atténuation des rayons X, c'est hyperdense, et ça signe la malignité. Ou alors, c'est le sang. Mais si une lésion saine comme ça, on aura beaucoup d'œdèmes périlésionnels. Quelqu'un a parlé de méduloblastome. Oui, je vais revenir sur ça. Avant, on parlait de méduloblastome aussi pour ça, mais on a gardé des termes pour autre chose. Donc, on a, en bref ici, on a une lésion, une large masse au niveau de l'hémisphère, lobe frontal à droite, masse effet significatif, y compris l'engagement ici, un peu d'édème périlésionnel. Regardez l'effacement de l'espace extra-axial ici. On sait que nous avons affaire à l'hydrocéphalie qui est bien vue avec les autres vues. On a fait l'IREM. Ici, je vais partager l'IREM en plusieurs parties. J'avais dit toujours, ayez votre diffusion, ayez votre ADC qui est là. Qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons vu l'hydrocéphalie, les signes secondaires sont là, et ça, c'est votre image à susceptibilité. Ça, c'est la susceptibilité, et on a cette image ici. Très bien. Maintenant, souvenez-vous, à la première séance, j'avais dit, quand vous avez une masse comme ça, cherchez d'abord à dire, est-ce qu'il y a une lésion de haut ou de bas grade? Ici, c'est une lésion de haut grade. Pourquoi? Parce qu'il y a une restriction de diffusion. Quand je regarde ici, la partie ici, là où j'ai mis mon curseur, ça correspond, c'est noir. C'est plus noir que le cerveau. Ça veut dire qu'il y a une restriction. Maintenant, sachez qu'une lésion hautement maligne aura la restriction, mais une lésion qui a saigné aura également la restriction. Et quand on va avec les images de susceptibilité, comme on le voit ici, qu'est-ce que nous voyons? C'est tout noir en cette image ici. Et quand vous partez à cette, j'ai dit qu'il y a toujours des images qui viennent avec les lésions à susceptibilité. Quand c'est l'hémorragie, ça va être blanc ici. Ici, nous avons comme une sorte de mélange. Il y a beaucoup plus de taches noirâtres que de taches blanchâtres. Donc, on a beaucoup une mixture d'hémorragie et de calcification. Mais la partie qui nous concerne en périphérie ici, parce que si je clique ici, regardez, je suis à la périphérie de la lésion. Dans cette partie-ci, nous n'avons rien. C'est là où il y a la restriction. Donc, nous avons affaire à une masse de haute malignité, de haut grade. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut chercher en plus? Bien sûr, on va décrire les signes de compression et les autres. On va chercher s'il y a des métastases. Et on prend l'image en T2. Non, on prend l'image post-contraste. Pour les T1, il faut toujours avoir l'image en T1 non injectée, et je mets là-bas, et en T1 injectée. Qu'est-ce que regarde? Ce qui est déjà en hypersignal en T1 non injecté, c'est soit l'hémorragie, soit une calcification, ou bien un liquide qui a un contenu en protéines très élevé. Or, nous savons qu'il y avait déjà des calcifications et des hémorragies ici, donc ça ne change rien. On va chercher s'il y a quand même rehaussement. En tout, quand je prends cette partie ici, je compare. Ici, c'est noir, donc ça ne rehausse pas. Regardez comment ça devient blanc après injection des produits de contraste. Comment savoir que ça, c'est une image injectée? Je regarde le vaisseau. Quand je vois, par exemple, le sinus sagittaire supérieur ici, c'est en blanc, alors qu'ici, je trouve rien. Donc, ça, c'est le T1 injecté, ça, c'est non injecté. Donc, cette lésion, ça nous montre la diffusion, qui est un élément de malignité ou de haut grade. Ça montre la restriction. Mais regardez, tous les symptômes ici sont apparus il y a moins d'une semaine. Donc, c'est un développement qui s'est fait très rapidement. Donc, tous ces éléments-là, en le mettant ensemble, nous avons affaire à une lésion hautement maligne. Et ici, les diagnostics, c'était les ATRT. Vous vous souvenez encore des ATRT? J'ai encore, j'appelle ça en anglais, donc je vais chercher ça en français. Ce sont les choses que j'ai apprises seulement en anglais, donc comprenez mon émotion. C'est ça. Tumeur tératoïde, rhabdoïde atypique. Et ça, c'est ce qu'on appelait dans le temps le PNET. Et quand on appelait dans le PNET et les méduloblastome, c'était le même grand ensemble. Donc, quand vous appelez ça méduloblastome ou PNET, vous êtes déjà là. Bref, vous avez affaire à une tumeur embryonnaire ou un gliome de haut grade.
Maintenant, les autres diagnostics différentiels, comme on a parlé, j'ai vu le docteur Rousseau qui a parlé des glioblastomes, ça peut aussi être comme ça. Souvenez-vous, chez l'enfant, on a même retiré le terme glioblastome. Pourquoi? Parce que souvent, ils ne sont pas aussi agressifs que la lésion qu'on voit ici. Donc, méduloblastome, c'est bon pour dire une tumeur embryonnaire. Même si on ne donne pas le nom exact, tumeur embryonnaire, on sait déjà qu'on est dans ce spectre ici. Et regardez, une autre particularité pour les enfants, pour une tumeur si agressive que ça, regardez en T2. Est-ce que j'ai l'image en T2? Il n'y a presque pas l'édème périlésionnel. Alors que chez l'adulte, quand vous avez une lésion comme ça, vous avez un édème périlésionnel très significatif. C'est vrai, le fait de masser là, mais l'édème périlésionnel n'est pas aussi prononcé que ça. Donc ici, c'est un cas de ETRT. Est-ce qu'on a des questions, des commentaires pour ce cas? Oui, moi j'ai une question, hein. Effectivement, bon, vous nous parlerez prochainement des tumeurs de l'enfant. Hein, c'est moi qui ai parlé de méduloblastome, c'est parce que je trouvais que ça ressemblait à ce qu'on trouve habituellement dans la fosse postérieure. Oui. Ah oui, maintenant, donc, moi je vois en fait pour la première fois un méduloblastome de topographie supratentorielle et chez un enfant. Oui. Maintenant, bon, peut-être je poserai la question au professeur Fomécom ou à notre neurochirurgien, c'est pour la prise en charge, hein, comment ça se fait? Oui, ça c'est ETRT qui, au niveau de la fosse postérieure, on dit toujours aux résidents ici, aux assistants, toute tumeur qui paraît comme méduloblastome dans la fosse postérieure, si l'enfant a moins de 3 ans, dans les diagnostics différentiels, mettez méduloblastome bar ETRT, parce que l'imageron, ce n'est pas les diviser. Bref, les tumeurs embryonnaires. C'est pourquoi le terme méduloblastome, ici, j'ai parlé beaucoup plus de tumeurs embryonnaires, ça peut toujours être médulo, mais donc, 80% des médulos sont en fosse postérieure. Mais je mets sur le plan pratique, hein, par exemple, pour nous qui travaillons dans des hôpitaux périphériques, on est confronté à ça, dire tumeur embryonnaire, je ne sais pas si on aide vraiment le clinicien avancé, celui qui prend en premier lieu l'enfant avant d'avancer. En fait, ici, en termes pour les radiopédiatres et les neuropédiatres et tous ces mondes-là, quand vous parlez des tumeurs embryonnaires, ils savent que vous parlez des tumeurs de très, très haut grade. D'accord. Très, très haut grade. C'est le code, en fait. D'accord. OK. Donc, nous devons intégrer ça. Enfin, je vais intégrer ça dans... Ouais. Quand vous regardez la classification WHO, le tout de ça, il tombe ici. Embryonal tumeur, regardez, méduloblastome, ils sont mis à côté des autres embryonal tumeurs. Il y a beaucoup d'entités. Pourquoi on a séparé méduloblastome? Parce qu'ils ont 4 grades et maintenant ils sont à 5 et chaque sous-type a un traitement particulier sur le plan biologie moléculaire. Et le pronostic, c'est un peu différent par rapport à chaque grade quand vous comparez aux autres entités. J'ai les cas ici, mais c'est vraiment très compliqué. Je n'ai pas voulu présenter ici. J'ai présenté les 2 cas seulement ici, les ETRT et les TMR. Je ne sais pas, professeur Fomécon, docteur Leboisier, commentaire. J'ai vu docteur Katoumbe connecté. Je ne sais pas s'il a un mot. Je peux avoir la parole? Docteur, c'est vous qui avez la police de débat. Est-ce que je demande la parole, mais je n'arrive pas à... Vous m'entendez? Professeur Fomécon, on vous attend. Oui, voilà. Donc, on m'a interpellé là. Ce genre de tumeur, c'est quand même, je crois, relativement rare chez l'enfant. Moi, je crois en avoir opéré. Le micro du professeur Fomécon passe mal. S'il pouvait se rapprocher de son micro. Ah, tiens. Oui, vous m'entendez mieux là? Oui. Oui, c'est bon, on vous entend bien. Oui, je disais que à cette localisation, les ETRT. Là, c'est encore lointain. C'est encore lointain. Est-ce que... Oui, c'est que c'est la première fois. Alors, vous m'entendez mieux ou pas là? Cette position, mais là, c'est mieux. Quand vous regardez de l'autre côté, là, comme ça, on entend bien.
Ah oui, d'accord. Alors, donc je disais que cette tumeur, en cette localisation, les ATRT ou les médulloblastomes, si on veut, sont quand même de localisation assez rares chez l'enfant. J'en ai opéré. Ah bon, c'est déjà, ça Là, remonte déjà. en- Vous n'entendez pas, je pense. C'est entrecoupé. entrecoupé, oui. Ah, c'est bien dommage. La prochaine fois, je serai à mon bureau pour faire ça. Ça va mieux comme ça ou pas? Là, on entend. Bien. Je disais, celle que j'ai opérée et qui m'a posé beaucoup de problèmes, c'était en 99. Et c'est un patient que j'ai dû refermer en paire opératoire pour le réopérer 2 jours après parce que c'était des tumeurs hautement hémorragiques. L'enfant a renouvelé 4 fois son volume sanguin. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire. C'est un enfant de 3 ans. Et donc, ça m'a posé d'énormes problèmes au point que les anesthésistes m'ont demandé d'arrêter l'intervention. C'était un peu vers la fin du mois de décembre. J'ai arrêté l'intervention. J'ai repris début janvier, tout au début janvier, pour pouvoir faire l'extrait complet. Donc, c'est des lésions rares à cet endroit-là, mais extrêmement difficiles à opérer. Oui, vous avez raison. Comme je l'ai dit, en termes d'épidémiologie, les ETRT sont beaucoup plus dans la fosse postérieure, ensemble avec les médullos, qu'en supratentoriel. Mais je l'ai quand même mis ici déjà pour mettre la puce à l'oreille. Et la fois prochaine, quand je vais parler de la tumeur de fosse postérieure, je vais encore y revenir parce que là, c'est un bon diagnostic différentiel pour le médullo. Absolument. Merci. Si Dr Katumba est là, je préférais qu'on le prenne, qu'il nous parle du volet thérapeutique et après, nous allons continuer. Dr Katumba. J'ai l'impression que le problème n'est pas encore résolu. Oui. Il y a une question par rapport, c'est Dr Chibin. Oui. Chibouit qui a posé la question par rapport à la prise en charge de tumeurs bénignes. On peut faire des lobectomies, le devenir de l'enfant sera comment? Ça, je vais laisser ça au neurochirurgien. Mais si on fait, bon, pas vraiment ça dépend de l'étendue, de la localisation. Il y a beaucoup d'examens qu'on fait en pré-op pour voir est-ce que c'est une région éloquente et c'est quoi les complications. Est-ce qu'on peut seulement enlever la lésion au lieu de faire des chirurgies très, très étendues? Et ce n'est pas rare de suivre ces malades pour un bon bout de temps jusqu'à ce qu'il y ait des complications. Donc, tout ça va passer par est-ce que c'est symptomatique ou de découverte fortuite. Souvent, c'est un enfant qui vient aux urgences pour une chute et puis on découvre une lésion. On trouve que c'est une lésion de bas grade. Donc, bon, par honnêteté scientifique, je laisse ça aux neurochirurgiens qui vont en parler dès qu'ils seront connectés. Il y a une autre question. Bonjour, chers tous. Pour le prof Mata, pour la tumeur embryonnaire à Rosette, elle nous paraît très agressive. Il y a d'autres signes cliniques et paracliniques précurseurs. Signes cliniques, c'est le signe d'augmentation de la pression intracrânienne. Comme l'évolution se fait de manière très, très rapide, vous avez les signes de vomissement, tout ça. Et les gens des urgences, ils savent, s'ils veulent que tu fasses une IRAM à 2 heures du matin, ils vont te dire que non, cet enfant est décéphalé, qu'il est réveillé au sommeil. Vous savez que c'est une masse probable là. Donc, plus personne ne va repousser l'examen. Même à 3 heures, vous faites l'IRM. Donc, ça sera beaucoup plus de signes d'hypertension intracrânienne. Sur le plan paraclinique, ça dépend de ce que vous appelez paraclinique ici, parce qu'ici, même la biologie moléculaire, ça fait partie des paracliniques. Et ce que les radiologues font, c'est en pré-op de dire de manière la plus précise possible, si on peut prédire les sous-types moléculaires. Si on peut prédire, ça dicte l'agressivité du traitement et les autres. Et donc, question... Le professeur, je pense, avait demandé la parole à un moment donné. Professeur? Pardon? Le professeur Lesboisé. Ah, OK. Non, j'avais juste ouvert mon micro pour dire que c'était
Bon, je pense que c'est mieux qu'il présente les différents cas cliniques, hein, professeur Mata. Comme ça, on va avoir une discussion d'ensemble en attendant que notre collègue, le docteur Katoumas, nous rejoigne, s'il le fera. C'était juste une proposition pour qu'on puisse pas. D'accord, merci. Merci. Alors, on va essayer de rappeler docteur Katouba. Qui, visiblement, n'a pas encore résolu le problème. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Juste rappeler qu'il faudrait lever la main de façon à ce que nous puissions vous donner la main avant de poser la question. Professeur Dadi, moi, c'est plus une question de clinique, hein, pour les tumeurs des enfants. J'ai remarqué qu'il n'y a pas de signe de latéralisation, de localisation, ce sont plus des hydrocéphalies et des épilepsies pour lesquelles on emmène les enfants en consultation. Allô, allô? J'avais mon micro qui était fermé. Je pense Ah. avoir répondu à cette question. Souvenez-vous, quand je parlais de l'épidémiologie, j'ai dit que c'est 2/3 de tumeurs du cerveau chez l'enfant, surtout supratentoriel, ce sera les gliomes de bas grade, qui vont croître très progressivement. Donc, le corps a le temps d'ajuster par rapport à cet élément-là. Et ça peut prendre beaucoup de temps avant que ça ne prenne des proportions énormes. Ce qui fait que vous avez, par exemple, pour ces cas ici, il y a des signes de latéralisation pour cet enfant ici, qui est venu avec le comment. Qu'est-ce qu'on a dit? Je vais revoir. Il avait 4 ans, il est venu avec des convulsions, changement de comportement et mauvais contrôle des impulsions. Et il était comme un enfant autiste. Il a présenté les symptômes dans le spectre d'autisme. Et je présente ces lésions. On a fait un scanner en dehors, mais le scanner était déjà à post-op. Donc, je ne montre pas ça. Je saute directement au scanner. Je voulais que quelqu'un me rappelle les séquences que j'ai présentées ici avant qu'on décortique les trouvailles. Ça, c'est quelle séquence? Quelqu'un peut nous dire? Les radiologues, vous êtes où? La séquence ici, c'est quelle séquence? Très bien, ce flair. Et la séquence ici? C'est un T2. T2, et ça, c'est un T1. Ça, c'est un T1 injecté. OK. Regardez maintenant, on a une masse ici, pas très, très bien délimitée. Ça, c'est notre séquence en T2. C'est comme s'il y avait l'hypersignal sous les cortex. On n'a pas beaucoup de, ça c'est l'offre frontale, on n'a pas beaucoup d'édème périlésionnel. On continue à aller, je n'ai pas les marges très claires, mais quand je vais en flair, nous avons au centre de la lésion, le signal est parti. Flair, pourquoi? Flair, c'est le T2 où on a enlevé le signal des lipides céphalo-rachidiens. Quand les lipides céphalo-rachidiens, c'est en blanc ici, ici c'est en noir. Mais quand nous partons là-bas, c'est liquide ici, comme c'est liquide céphalo-rachidien, c'est parti aussi, mais en périphérie, on reste avec le signal, les lisérés ici, hyperdense en flair. Il y a une seule entité pour laquelle j'ai dit qu'en flair, ça reste hyper intense en périphérie. C'est quoi le diagnostic? Le DINET. C'est le DINET. Donc, quand vous avez ça, vous ne parlez pas d'une lésion, peut-être non. Il y a une masse qui s'appelle DINET. Point fini. Et l'histopathologie a confirmé que c'était le DINET. Maintenant, en termes de diagnostic différentiel, quelles sont les autres lésions qu'on évoquerait ici? Regardez les DINET, il n'y a pas de rehaussement, qui est notre signe de gravité. Il n'y en avait pas.
Il y a l'image en diffusion qui était l'étude de l'extérieur. Il n'y avait pas de restriction de diffusion. Et quand vous voulez voir le rehaussement, ça, c'est avant injection, après injection. Quand je prends, par exemple, ici, je ne trouve pas de grande différence. Donc, la lésion n'a même pas rehaussé. Ça et ça ne rehausse pas. Quand ça rehausse, ça va devenir blanc comme ceci, comme le vaisseau ici. Oui, le diagnostic différentiel, ça inclut les astrocytomes de bas grade, comme ça m'a été mentionné ici. Souvenez-vous, pour l'astrocytome, j'ai dit que ce sont vraiment des lésions kystiques. Vous vous souvenez encore de la présentation? Je vais ramener ça ici. Ça, c'est l'astrocytome. Voilà. On a une partie solide et on a des poches, des kystes ici. Mais pour notre cas, ce n'est pas ça. On ne sait pas voir, est-ce que le signal ici, c'est giriforme, ça suit les cortex du cerveau. Ce n'est pas les masses ici comme tel. Donc, en fait, les dinettes ici, ils sont des amartomes. Tu vois? Et en flair, l'hypersignal est resté en périphérie. Quand vous avez ça, vous ne tergiversez ça. Vous appelez ça dinette, point final. Pas de diagnostic différentiel qui viennent mettre la confusion. Je vais par exemple dire que, OK, il y a telle lésion, il y a telle, je pense à un dinette. Gangliogliome est possible, mais parce qu'il n'y a pas de calcification, la localisation, tout ça est moins probable. Si je vais mettre les diagnostics différentiels, je dois les détruire moi-même. C'est-à-dire que si je suis apprenant, je dois montrer au superviseur que je connais, mais j'enlève. Ça peut être astrocytome pilocytique, mais le type de comment il n'y a pas de kyste typique, tout ça, la localisation, elle est peu fréquente, donc c'est moins probable. Donc, j'ai mis les hypothèses que j'ai détruites et je garde ce que j'avais dit net à la fin. Est-ce que vous voyez mon écran? Quelqu'un dit qu'il ne voit pas mon écran. Je te vois, mais je ne vois pas les images. Oh, tout le monde ne voit pas les images? On voit les images sont là. Oui, On voit les images. OK. Donc, je pense que c'est les settings. Il faut cliquer quelque part là-bas. Yeah. Est-ce qu'on a une question pour ça? Bon, je vais prendre le dernier cas. C'est encore quoi? OK. Je vais aller là. New patients. J'ai enlevé les identités du malade parce que comme ça sera sur YouTube, je ne voudrais pas que l'identité du malade soit là. Et le patient, c'était quoi? 16 ans, céphalée chronique, qui les réveille du sommeil. Et on a fait le scanner en périphérie. Il est venu, on fait l'IREM, et ça, c'est l'IREM. Toujours flair, je vais mettre là-bas pour garder, pour le non-radiologue, pour qu'ils aient. Ça, c'est notre T2. T2. Et je vais mettre. Ça, c'est le SWAN. Et je vais mettre séquence injectée là-bas. C'est ça. OK. Donc, ça, c'est l'image en diffusion. Je vais mettre le P. OK. Je mets ces gars ici. Maintenant, la première question, est-ce qu'il y a restriction de diffusion, oui ou non? Les radiologues. Je vais mettre les T2 en bas ici. Donc, nous avons une lésion mixte qui a une partie kystique et qui a une partie solide. Premier réflexe, essayer de dire, est-ce que j'ai affaire à une masse de haut ou de bas grade? Votre ami fidèle, c'est la diffusion. C'est très blanc ici. Ici, c'est difficile de dire, est-ce que c'est noir ou c'est pas noir? Quand ça devient compliqué comme ça, il faut chercher ce qu'on appelle internal validation. C'est-à-dire qu'il faut chercher dans le corps
une structure à laquelle tu vas comparer tes ADC pour dire c'est bas ou bien c'est élevé. Souvent, moi, je compare avec les cortex. Bien, la logique voudrait qu'on compare avec les cortex. Ce n'est pas aussi noir que ça. Donc, il n'y a pas restriction de diffusion. Si c'est dans l'abdomen, il faut comparer avec la rate. Si c'est plus noir, que la rate, on dit qu'il y a restriction de diffusion. Si ce n'est pas si noir, parce que la rate elle-même déjà a tendance à être noire dans la carte ADC. Donc, ça, c'est le pitfall, comme on dit en anglais. Il n'y a pas de restriction. En T2, j'avais dit qu'en T2, c'est votre surrogate de diffusion. Quand c'est clair comme ça, un peu iso intense ou bien hyper intense, généralement, ce n'est pas une restriction. Une restriction, j'ai dit, il n'y a plus d'espace entre les cellules. On va avoir une diminution en eau, donc ça sera beaucoup plus noir, ce qui n'est pas le cas. Deuxième question, lésion kystique, il n'y a pas de convulsion et la localisation, elle est au niveau occipital. Cette même image, si je la mène ici, dans le lobe temporal, avec calcification, j'appellerais ça ganglioniome. Mais même alors, j'aimerais que les kystes ne soient pas si prominents, un comme ça, et les autres, ça sera comme une masse avec des petits kystes dedans. L'autre lésion sera l'astrocytome pilocytique, qui peut avoir cette image ici. Et c'est un bon aussi différentiel parce que ça rehausse, la lésion a tous les éléments pour l'astrocytome pilocytique. Et il faut chercher, est-ce qu'il n'y a pas de calcification? Ça, c'est l'image en T2 étoile. Donc, qui va détecter la susceptibilité magnétique. Regarde, c'est même beaucoup plus blanc. Donc, il n'y a pas de calcification. Et vous savez quoi? Le radiologue a lu ça comme astrocytome pilocytique, mais quand la NAPAT a répondu, c'était les gangliogliomes. Pour dire, tout ne va pas être clair. Cette lettre ici était, oui, c'était les gangliogliomes. Le radiologue a mis deux diagnostics différentiels, c'était astrocytome pilocytique, et puis il a mis l'autre lésion, le PXC. Vous vous souvenez encore du PXC, qui aurait la même, PXC c'était où encore? Ça, regardez, on a une partie très solide ici, et le kyste. Mais c'est moi pour notre lésion, ici il y a des signes de chronicité qu'on ne retrouve pas vraiment ici. Pourquoi j'ai pris ces cas ici? C'est pour vous dire que la NAPAT reste la NAPAT. Elle a les derniers mots parce qu'ils ont accès au tissu et nous cherchons les signes indirects. Donc, il ne faut pas se sentir froissé. Voilà pourquoi on demande au radiologue de très bien décrire la lésion et de bien énumérer les diagnostics différentiels. Quand ce n'est pas très clair, c'est comme quand on conduit la voiture. Quand la visibilité diminue, on diminue la vitesse. S'il faut même s'arrêter, il faut s'arrêter, sinon vous allez vous connaître sur quelque chose. Donc, quand vous trouvez que la localisation n'est pas très vraiment particulière pour les gangliogliomes, il n'y a pas de calcification, il n'y a pas d'épilepsie, on n'a pas de signes de chronicité que je voudrais avoir avec les PX et les gangliogliomes. Ça paraît un peu comme les astrocytomes pilocytiques. C'est un bon diagnostic différentiel. Dans ces cas-là, vous énumérez la liste et vous indiquez l'étape supérieure. Donc, c'est le cas ici pour vous dire que l'imagerie peut être typique pour une lésion et que la NAPAT vous réponde que c'est une autre entité. Ce n'est pas que vous avez mal fait votre job. C'est pourquoi? Parce que vous ne possédez pas de la même façon. Et ils ont des tissus en main. Vous allez à partir des signes indirects, des physiques, pour trouver ce qu'ils ont. Et la plupart des cas, vous commencez à parler le même langage. Plus vous avez des réunions ensemble et vous avez plus de cas. Vous avez, OK, tel malade avait tel. Oh, pour ces cas-là, était ainsi. C'est comme ça que les gens finissent par publier aussi. Les cas pareils qui ont tous les éléments pour être entité X, mais en fait des comptes entité Y. Vous trouvez maintenant qu'est-ce qui est particulier pour ces cas pour que ça ne suive pas la loi des autres. Et quand vous en avez beaucoup, vous pouvez publier. Merci beaucoup. Je vous remets la parole, Dr Zokere, pour les commentaires et les questions. Ce sont les trois cas que vous avez prévus. Merci, professeur Mata. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport au cas clinique ou par rapport à la présentation? Oui, moi, j'ai levé la main. Je ne sais pas si je peux parler. Professeur Mata, concernant ce cas-ci, est-ce qu'on ne pouvait pas évoquer un hémangioblastome? Très bien.
Un hémangioblastome, parce que je suis une jeune femme qui a des hémangioblastomes, et là, ce genre de lésions. Oui. Très bon diagnostic différentiel. Souvent, et ça, les hémangioblastomes, généralement, quand il y en a beaucoup, c'est dans les syndromes de je vais faire. Hyperlindo. Oui, oui, oui. Pour les autres, je vais chercher le cas de hémangioblastom pour expliquer en une fois. Parce que les gens de lésions, c'est vraiment comparable à ça. Sans la clinique comme ça, en se basant que sur l'imagerie, on pourrait l'évoquer aussi. Ouais. Hémangioblastom, généralement, c'est comme ça, comme cette lésion. C'est très kystique. Avec Regardez. un nodule comme celui-là. Oui. Et pour l'hémangioblastom, souvent, le nodule rehausse très significativement et la partie kystique n'a pas de liseré de rehaussement comme ici. D'accord. Et quand vous continuez, vous trouvez très kystique. Regardez le kyste. La partie ici ne rehausse pas vraiment. Mais pour ces cas ici, c'est difficile de dire s'il n'y a pas un peu de rehaussement tout autour de la paroi, comme là, par exemple. Comme là, par exemple. Et souvent, c'est cet élément-là qui nous permet de différencier les astrocytomes pilocytiques et puis le hémangioblastome. Sachant que souvent, les cas d'hémangioblastome vont venir dans un tableau de syndrome de... J'arrive pas à parler en français. Comment vous appelez ça? Von Hippel-Lindau. Von Hippel-Lindau, VHL. Donc, il y aura d'autres lésions qui seront là. Mais par moment, ce n'est pas un diagnostic différentiel aisé. Il faut beaucoup de... On peut mettre ça en différentiel. L'âge aussi, il y a beaucoup de paramètres. Mais souvent, ce que la littérature recommande, d'aller avec la partie, les types de rehaussement. Regardez par exemple ici. Vous voyez, c'est le nodule, ça rehausse très, très significativement. Mais regardez la partie ici, ça ne rehausse pas. Alors, si vous allez avec les astrocytomes, qu'est-ce qu'on va voir? Kyste. Ici, ce n'est pas très bon. Par moment, vous voyez comme ça. Ce n'est pas vraiment sûr. Est-ce qu'il y a un rehaussement ou pas? Je vais chercher un bon tableau. Ça, ce n'est pas très typique. C'est comme ça. Ici, vous avez des kystes. Par moment, c'est comme ici, là. C'est difficile de dire est-ce que ça rehausse ou pas, mais ça ne reste pas fin comme c'était pour l'autre cas là, que j'ai montré ici. Bref, l'hémangioblastom, ça reste la diagnostic différentielle aussi. Et quand vous faites l'image en perfusion, regardez comment ça va être, la perfusion sera très élevée, même le reste des cas. Donc là, il faut maintenant aller avec des techniques beaucoup plus avancées. Et le cas que je vais présenter, c'est un cas qui a été fait en périphérie. Donc, je présente les images en périphérie à l'origine. Parce que le malade est venu ici, on a directement passé en chirurgie. Donc, les images maison sont post-opératoires. Donc, si c'était ici, on aurait fait les autres séquences beaucoup plus avancées, notamment la perfusion, qui serait très, très élevée avec les hémangioblastos qu'avec les autres tumeurs. Professeur Fomécon, vous avez un commentaire pour ça? Non, je pense que c'est un excellent diagnostic différentiel que Jean-Pierre a évoqué là. Parce que, bon, moi, j'ai publié sur les hémangioblastomes, notamment c'était un hémangioblastom de la type qui était une localisation extrêmement rare. Et en général, c'est des lésions déjà de la fosse postérieure ou de la moléculaire. Donc, ici, en surface antérienne, bon, ça ressemble, mais ça n'aurait pas été dans mes premières évocations le diagnostic différentiel de... Professeur, on ne vous Oui. entend pas très bien. Oui, bah, la prochaine fois, j'aurai un meilleur micro, mais là, je sais pas, la dernière fois, j'étais à mon bureau, là, je suis rentré et malheureusement, je n'ai pas de bon micro à la main. J'en suis désolé. Vous m'entendez un peu mieux là ou pas? Oui, là, on vous entend mieux quand vous vous rapprochez. Oui, d'accord. Donc, je vais accentuer pour dire que bon, les hémangioblastomes sont beaucoup plus fréquents en fosse postérieure ou dans la moelle épinière. Et c'était un excellent diagnostic différentiel de Jean-Pierre. J'avais une question au professeur Dadi. Quand il a présenté son papier principal, j'avais vu la dinette qui était en fait en pariétal
postérieure, médiane, mais en corticale interne. Bon, habituellement, ce n'était pas non plus une localisation, et je voulais savoir, ce n'était pas une localisation habituelle des dinettes. Par contre, plus loin devant, il avait montré un cas d'école, un cas typique de dinette. Ma question, c'est quel est le pourcentage des dinettes qui rehaussent après injection de produits de croissance? Le pourcentage est vraiment faible. Je n'ai pas les chiffres en tête. On peut trouver ça ici. Dinette. Dinette pédiatrique. Produits de contraste. Qu'est-ce qu'ils disent ici? Rehaussement, c'est seulement 20 à 30% des cas. Vous voyez mon écran? Oui, dans 20 à 30% des cas, ça peut rehausser. Bon, alors, communément, nous qui ne sommes pas spécialistes de la radiologie, on nous apprend que lorsque les tumeurs cérébrales sont rehaussées, hein, ça quand même, ça fait augurer des tumeurs de moyen ou de haut grade. Ouais. Mais pourtant, bon, et bien sûr, il y a des différences. Il y a par exemple l'astrocytome pilocytique qui rehausse, mais qui n'est pas une tumeur de haut grade. Par contre, le dinette, comment ça se fait qu'on pourrait éventuellement évoquer qu'il y a quand même un quart à un tiers qui rehausse? Ça reste des tumeurs d'extrême bas grade et dont on peut même guérir le patient. Oui, vous avez raison. Vous avez raison. C'est vraiment rare de voir des dinettes qui rehaussent. Je ne sais pas si j'en ai vu 5 ou 6 dans toute ma carrière. Bon, je suis encore jeune, j'ai encore 20 ans. Je n'ai pas encore vu beaucoup de cas. Mais vous avez raison. Et voilà pourquoi quand on fait le suivi de ces tumeurs, souvent l'examen initial vous aide à catégoriser le patient. Mais ce qui est important, si la chirurgie n'est pas programmée, de suivre à ces lésions-là, être sûr qu'il n'y a pas de nouveaux éléments sur le plan radiologique. Une lésion qui augmente de taille, qui augmente le fait des masses, qui commence à rehausser alors qu'au départ, ça ne rehaussait pas, il faut craindre une transformation maligne. Mais il faut dire que la transformation maligne, ben pour les dinettes, c'est vraiment rare. Je ne sais pas si on peut voir ça. C'est rare pour que ça puisse connaître une récurrence. C'est rare d'avoir des métastases. Ça, c'est vraiment dans la littérature, dans les détails. Mais en pratique, je ne me souviens pas avoir même 2 cas de dinettes qui rehaussent. Donc, le prof Fomeko a raison. C'est vraiment rare. Et pour le reste du groupe, là, on parle, la fois passée, quand nous avons parlé, vous vous souvenez, nous avons parlé des signes qui indiquent la possibilité d'avoir une tumeur de haut grade. Les rehaussements étaient partis. Pourquoi? Parce que nous avons dit que quand il y a multiplication cellulaire, d'une manière ou d'une autre, il y aura aussi une néovascularisation. Il y a beaucoup de vaisseaux qui vont se créer dans les tumeurs qui se multiplient là. Et s'il y a rupture des membranes hémato-encéphalique, tous ces éléments-là vont aider au rehaussement des tissus qui sont impliqués. Donc, quand vous avez 2 tumeurs, une tumeur qui ne rehausse pas, l'autre qui rehausse, celle qui rehausse a plus de chances d'être de haut grade. Mais quand on va parler des tumeurs de la fosse postérieure, je vais parler des DIPJ, qui est la tumeur peut-être la plus mortelle chez l'enfant, mais qui rehausse presque jamais ou vraiment de manière minime. Il y aura toujours des exceptions. Voilà pourquoi en imagerie aussi, on dit celui qui a beaucoup plus vu aura beaucoup plus la facilité d'avoir les diagnostics différentiels. Ça, on va en parler dans 2 semaines. OK, merci, professeur Mata. Je vois que la main de docteur Jean-Pierre Kanko est toujours levée. Je ne sais pas si c'est… Je crois qu'il a oublié. J'ai descendu ça. D'accord. Je pense que nous tendons vers la fin. À moins qu'il y ait une autre question, des réactions, des commentaires. Jusque-là, je n'en vois pas. Donc, aujourd'hui, nous avons parlé des tumeurs supratentorielles de l'enfant. Le professeur Dadi Mata nous a parlé des tumeurs. Il a commencé par l'astrocytome pilocytique, les gangliogliomes, les dinettes, les épendinomes, les astrocytomes sous-épendymères. Et le professeur Leboisé nous a rappelé ici que le traitement dépend de la signature moléculaire des tumeurs et qu'il faut le savoir que
techniciens le sachent, qu'on peut doser les anticorps à Kinshasa. Nous n'avons pas pu avoir le docteur Katumba. Je pense, n'est pas professeur, qu'il pourra peut-être être là pour la fois prochaine parce que nous n'avons pas encore fini avec les tumeurs du cerveau. Donc, on aura encore besoin du neurochirurgien. C'est par là que je pense que nous allons finir, avant que le professeur Dadimata ait quelque chose à dire avant de... Donc, on a fini. Merci pour tout le monde. Et la semaine prochaine, on va aller à l'abdomen. Il y a le professeur Lucie Carpinata de l'Université de McGill qui va parler des urgences abdominales de l'enfant. Et comme panéliste, il y aura le professeur Aketi, que je salue parce que je la vois online. Il sera panéliste, qui est pédiatre à l'Université de Kinshasa. Et il y aura Dr Capito de l'hôpital Néglière en France, qui sera panéliste, qui est chirurgien. Et Dr Mutuza sera la modératrice. À lundi prochain, merci, bon sommeil. Merci, professeur. Bon sommeil. Au revoir.